Bonjour, Sarah Berthiaume. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Ici Richard de Dessonnet pour Francophone Amérique. Nous rejoignons j'allais dire scénariste, une auteure qui a un travail, une tâche incroyable à réaliser. Il s'agit donc de théâtraliser, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Le roman de Madame, elle a un nom incroyable, Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit. Alors ça, vous connaissez sans doute. Je vous écoute là-dessus. Pourquoi avoir choisi ce roman-là? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé mon travail à l'invitation de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une amie, et de l'Opéra du PNM. Donc, c'était leur projet conjoint de faire une version théâtrale de ce roman-là. Et j'ai trouvé en le relisant, parce que je l'avais déjà lu avant d'entamer mon travail, qu'il y avait quelque chose qui coulait de source dans le fait de ramener cette œuvre-là vers le théâtre. C'est une œuvre qu'Anaïs a écrite à partir de sa famille, donc du vivant, de sa vie, de la vie de sa famille. Et donc pour moi, il y a quelque chose de naturel ou de beau, en tout cas, de ramener cette œuvre-là qui est passée vraiment dans la littérature à quelque chose d'incarné, de le redonner au corps, de le redonner à la scène et de le redire au temps présent. Donc, de le ramener vers le vivant. On est d'accord pour dire que c'est un défi. Oui. Incroyable, vraiment. C'est un roman qui est complexe. Oui. Je vous écoute là-dessus. Oui, c'est un roman qui est complexe, qui aborde l'histoire avec par plusieurs strates, je dirais. C'est l'histoire intime, mais c'est la grande histoire aussi. Ça brosse vraiment un portrait de notre identité collective du Québec, de la Grande Noirceur à l'époque de refus global. À nos jours, à travers le fil rouge de cette femme qui fuit là, donc l'histoire de sa grand-mère. Donc oui, c'est un roman qui je dirais, qui tresse à partir de plusieurs essences, plusieurs matériaux. C'est sûr que quand on adapte un roman, l'essentiel du travail, c'est de faire des choix déchirants. Parce qu'on peut pas recréer l'expérience du roman. Qui est long quand même. Qui est long, oui. qui est une expérience, comment je dirais, qui s'étale dans le temps, qui est une expérience intime aussi, de rapport intime avec cette langue-là, et qui est une expérience, fragmentée, parce qu'on lit une page, on s'arrête, on laisse déposer en nous, donc c'est vraiment un rapport lent à la langue, alors que dans une pièce de théâtre, on est dans quelque chose, le spectateur est captif, ça roule, ça dure 2 heures, et tout nous arrive d'un coup. Donc, on ne peut pas rechercher le même ressenti, la même expérience artistique. Et donc, il faut vraiment faire des choix, il faut vraiment il faut couper, puis il faut réorganiser la structure. Moi, ça a été ça, dans le fond, ça a été de conserver l'essence. Le fil rouge qu'on s'est donné avec Alexia Burgère, donc la metteuse en scène, qu'on a discuté, c'est vraiment de focuser, de garder le focus sur le personnage de Suzanne. Donc, même si le roman prend beaucoup de temps pour décrire le contexte, on parle des automatistes, on parle de refus global, on s'attarde pour décrire le Québec de l'époque, pour décrire la Grande Dépression, pour décrire tous ces contextes historiques-là. Au théâtre, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, on a gardé le fil rouge de Suzanne, on passe à travers... Oui, justement, pouvez-vous nous en parler de Suzanne Meloche? Oui. Poète... peintre, etc., parce que c'est la base du livre. Oui. Donc la prémisse du livre, l'anecdote du livre, c'est qu'Anaïs, elle n'a pas connu sa grand-mère Suzanne Meloche, qui était la compagne à l'époque de Marcel Barbeau. Qui est un peintre célèbre à l'époque. Il est devenu célèbre par la suite. Oui, mais c'est un des signataires de Refus global, donc peintre très important dans l'histoire culturelle québécois. Et donc, Suzanne Meloche, ils ont eu 2 enfants ensemble. Oui. Et parce qu'elle était incapable de poursuivre sa vie artistique, de vivre sa vie de femme même, elle a fini par abandonner ses 2 enfants-là en bas âge, donc à 3 ans et à 1 an. Et c'est cet abandon-là qui est vraiment la rupture et qui a marqué la vie de la mère d'Anaïs, et qui fait qu'Anaïs n'a jamais rencontré cette grand-mère-là, ou très peu en fait. Elle n'a pas connu, disons. Et à la mort de sa grand-mère, Anaïs, alors qu'elle est enceinte de sa fille, elle a décidé de réécrire son histoire, en tout cas d'en apprendre plus sur elle, de faire un processus, je dirais, de... Presque une enquête, hein? Oui, elle a engagé une détective privée. Mais ça a été
discuté, non? En fait, c'est une journaliste qui a fait... Oui, qui a fait une genre d'enquête littéraire, si on veut, sur la vie de sa grand-mère, qui lui a fourni des matériaux sur les étapes de sa vie. Et Anaïs, à partir de ces matériaux-là, elle a fait un acte, je dirais, d'imagination, mais aussi d'empathie. Elle a fait l'exercice de refaire la vie de sa grand-mère pour se rapprocher d'elle, pour la comprendre et, ultimement, pour lui pardonner, pour comprendre ce qui a mené à cet acte-là. Et pour moi, le roman, c'est vraiment ce processus-là. Et le roman commence comme ça, elle est très loin, elle la voit de loin, elle dit « Attends-moi, j'arrive ». Et donc, elle se met dans sa peau, elle comprend dans quel retranchement ce contexte historique-là l'a mené, c'est-à-dire l'incapacité de la pauvreté extrême, l'absence d'espace pour être une femme, pour être une artiste, pour créer, être invisibilisée par les hommes autour d'elle, mais son mari aussi, vraiment ne pas avoir de place dans la société, ce qui l'a mené à jeter cet acte qui demeure impardonnable, qui est une déchirure, mais en même temps, elle arrive presque à nous la rendre pardonnable, en tout cas. D'une certaine façon, c'est vrai. D'une certaine façon, même si c'est très confrontant. Moi, chaque fois que j'ai lu le roman, la scène de la grand-mère, on est mal, moi je suis mal. On la lit, puis on est comme, c'est insupportable. Ça n'a pas de bon sens. C'est insupportable, mais en même temps, je pense que c'est un pouvoir, Anaïs, ça touche à vraiment un pouvoir de la littérature qui est d'ouvrir une brèche dans le réel, puis de le transcender, puis de nous le rendre plus... Est-ce qu'on pourrait un petit peu préciser, juste avant, on a parlé de son mariage, du fait qu'elle a des enfants, mais avant ça, elle vient d'un milieu francophone, pauvre. Parle-nous de ça un petit peu, là. Elle vient d'un quartier francophone d'Ottawa. Oui. Donc, le Breton Flats. Le Breton Flats à Ottawa, je ne sais pas comment le prononcer. Non, c'est comme ça que ça se prononce. Le Breton Flats. À Ottawa, donc famille nombreuse, très pauvre, de gens éduqués. Son père était professeur de français. Donc, un amour des mots, un amour de la langue. Une mère pianiste, mais qui ne peut pas, elle non plus, exercer son art. Donc, famille très, très nombreuse, une grande pauvreté. La Grande Dépression arrive là-dedans. Et puis, famille très religieuse aussi, qui vit vraiment sous le poids de la religion à l'époque. Et donc, elle part à Montréal, elle s'émancipe, elle arrive à Montréal. Et là, elle arrive dans le contexte de la Grande Noirceur. On est vraiment sous la chape de plomb de l'Église catholique. Et puis, elle rencontre... oui, c'est quand même très jeune. Hein? Très jeune. Oui. Je pense qu'elle arrive à Montréal à 19 ans. 18-19 ans. Oui. Puis elle fait la rencontre de Claude Gauvreau dans un concours d'oratoire qu'elle remporte devant Claude Gauvreau. Les parents insistaient pour qu'elle parle français parfaitement et tout. Voilà. Son père. C'est ça explique cela. Exact. Et puis donc elle va Gauvreau dans un concours d'oratoire et puis c'est lui qui l'introduit dans ce groupe-là. Borduas et compagnie. Borduas et compagnie. Donc les automatistes en amont, là, si on veut, de Refus Global. Donc elle va s'accompagner avec eux. Ils vont l'ouvrir à l'art culturel, à la recherche, à la danse, à vraiment cette puissance-là. Liberté d'esprit, liberté des corps aussi. Liberté des corps et tout ça. Et puis voilà, puis c'est là qu'elle va faire la rencontre de Marcel Darbo. Et puis c'est là aussi qu'elle va développer d'une part sa pratique de poète, parce qu'elle était poète. Oui. Elle a publié des livres dont Les Aurores Fulminantes, des recueils de poésie. Je pense que c'est son... je sais pas si je pense que c'est son recueil le plus important, je n'en connais pas d'autres, moi. Les Aurores Fulminantes, donc il va avoir des extraits dans le spectacle. Oui, ça, c'est une belle idée, ça, super. Oui, on voulait faire entendre cette parole-là. Justement, l'angle, je voulais en parler de ça. L'angle que vous allez prendre, c'est lequel? Celui d'Anaïs, ou celui de sa mère ou de la grand-mère? D'approche dans votre écriture. Oui, je suis restée dans l'adaptation dans une langue qui est très proche de celle du roman. C'est-à-dire que c'est donné presque que de l'emprunt aux phrases qui sont déjà écrites dans le roman que j'ai réorganisé. Dans le roman est écrit à la deuxième personne, donc c'est au-dessus. C'est ça que donc on garde une trace de vraiment cet acte-là de la petite fille qui s'adresse à sa grand-mère pour réinventer son histoire. Et donc on trouvait que c'était fondamental de le garder dans la pièce de théâtre aussi. Donc dans la pièce, il y a vraiment une narratrice qui va s'adresser, qui va parler au-dessus, donc raconter l'histoire au-dessus. Par contre, le choix un peu radical qu'on a fait pour s'éloigner d'un rapport réaliste, donc juste une dramatisation des scènes du roman,
c'est que ça va être une œuvre chorale. Donc, on a une immense distribution de 17 interprètes. Une grosse production. Une grosse prod. Donc, Wow. 17 interprètes. On sort les budgets, là. Ouais, on est vraiment sur un discours qui est choral, une prise de parole à plusieurs. Donc, on commence par la narratrice qui est au-dessus, mais après, ce tu-là est multiplié dans la troupe. Et donc, on cherche cette Suzanne-là. Ben on oui. invente cette Suzanne. Vous en avez combien de Suzanne? Il faut en avoir plusieurs, j'imagine. Oui, parce qu'on fait toute la vie. Oui. On fait tous les pans de la vie. Combien de comédiennes avez-vous? 5 actrices. 5 actrices. Ben, 6 parce qu'on a une actrice enfant. Donc, on est en alternance. Quand même. Vraiment de 10 à 78 ans. Wow. On a des Suzanne, on couvre toute sa vie. Et puis, on n'est pas dans des rôles uniques, donc on est vraiment dans une troupe où les gens vont jouer plusieurs rôles. Et puis, on est dans un rapport très pictural aussi, comme on travaille à partir de... On a essayé de s'inspirer ou de s'imprégner de l'esprit des automatistes, qui était un esprit qui refusait le réalisme, puis qui était dans vraiment la transposition, Du langage intérieur. Hein, du langage intérieur, exactement. Voilà. Donc, c'est je me souviens plus, la transposition non figurative Oui, du langage de l'intérieur. C'est comme ça que exactement. c'est ça. Donc, bien sûr, on a un aspect narratif parce qu'on raconte l'histoire de cette femme-là, mais en même temps, on voulait que notre approche de ça, comment dire, langue formelle qu'on adressait, c'était quelque chose qui n'était pas conventionnel, qui n'était pas classique. Donc, on est dans quelque chose de pictural. Avec les corps, on va essayer de reproduire des images, de faire de la peinture. On va être dans vraiment une liberté de créer. En fait, il n'y a presque pas de décor. Tout est créé à partir des corps, des voix, des acteurs. On est vraiment dans l'art vivant, l'art incarné. Il y a une puissante sensualité dans ce roman. Des moments d'intimité, mais racontés avec une certaine poésie, une élégance, je dirais même. Oui. Comment vous avez rendu ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez rendre ça? Dans notre approche dont je parlais justement picturale, on a plusieurs danseurs qui font partie de la troupe. Donc, on est allé chercher des interprètes vraiment issus de l'art contemporain, dont je dirais le premier langage, c'est pas un langage... ça va être le corps qui bouge. C'est le corps qui bouge. Donc, je pense que pour ces morceaux-là, on a choisi de les aborder dans un angle qui n'est pas du tout graphique ou réaliste, mais vraiment dans la sensualité des corps. Et dans la transposition aussi. On est vraiment dans quelque chose qui se rapproche de la danse pour évoquer et la peinture et, par exemple, des scènes d'art. Mais on ne verra pas de peinture là, sur la scène comme telle. Je ne pense pas. Je peux pas, peut-être qu'il va y avoir de grandes surprises en mettant en scène, pour le moment, mais pour le moment, on peint avec les corps. On fait une traduction corporelle des œuvres qui sont évoquées dans le monde. Au départ, j'aurais dû vous demander, on peut le faire maintenant. C'est pas vous qui avez choisi la pièce. On vous a choisi. On m'a choisi. Racontez-nous ça un peu quand même. Oui, donc moi j'ai une formation à la base de comédienne. Oui. J'ai étudié au Collège Geneviève sur la Rive-Nord. Oui. Et puis je suis venue par l'écriture parce que j'ai gagné un concours qui s'appelle les Prégor, un concours d'écriture dramatique lors de ma dernière année. Et puis c'est comme ça que ma pratique d'écriture s'est lancé, on peut dire. C'est lancé, c'est décliné. Oui. Et puis j'ai rencontré Anaïs parce qu'une de mes pièces de théâtre qui a beaucoup marché quand même, qui s'appelle Fun Style. Oui. On travaille encore, c'est long en cinéma, les délais, mais en tout cas, on travaille sur une adaptation en scénario pour faire un long métrage. Et c'est Anaïs qui va réaliser ce projet-là. Donc, on s'est rencontrés autour de cette parole-là. Elle m'a, suivi dans mon adaptation vers le scénario. Et puis, donc, on s'est rencontrés autour de ce projet-là, on s'est mis d'amitié, on a développé cette complicité. Et donc, quand il est venu le temps pour elle de trouver quelqu'un pour transposer son livre vers le théâtre, elle a pensé à moi. Donc, ça me touche assez ce mouvement-là parce que c'est comme si on s'était échangé nos œuvres à quelque part. Et puis en fait, les deux actrices, pas les deux actrices, mais Catherine Deléan, une des actrices qui va faire partie du spectacle, c'est la meilleure amie d'Anaïs, donc c'est son amie de longue date. Bon. Et Alexia, que moi je connais par le théâtre, qui est une metteuse en scène que j'adore, c'est son amie de longue date aussi. Bon, donc on s'est comme retrouvés un peu autour de ça. Une famille presque. Une famille, voilà. Question très bizarre peut-être, puisque vous êtes une ancienne comédienne. Oui. Là, vous ne jouerez pas dans cette pièce. Non. Mais voici ma question. Est-ce qu'il y a
un des personnages ou une étape de Suzanne que vous aimeriez jouer si on vous en donnait la possibilité? Ah, wow! Parce que c'est vous qui écrivez les paroles, les dialogues et tout. Là, il doit y avoir un moment là, qui doit vous toucher en particulier, que vous aimeriez assumer vous-même comme actrice, comme comédienne. Je sais certainement pas, comme on disait, la scène de l'abandon, pour moi, c'est très dur. C'est très, très dur. C'est très douloureux. Fait que certainement pas cette scène-là. Je pense que j'aurais du mal à la jouer soir après soir. J'ai des enfants en bas âge aussi, donc c'est vraiment déchirant. Je pense que je dirais, ça fait pas partie du roman, mais je pense que les poèmes, moi je suis très sensible à la poésie. J'aime beaucoup lire la poésie, donc je pense que j'aimerais lire ces poèmes-là sur ça. Alors, il y a une période au début de sa vie avec Raymond, pas Raymond, mais Barbeau, M. Barbeau, son prénom m'échappe. Marcel Barbeau. Oui. Là où elle écrivait, oui. Ça serait une période où vous pourriez prendre ce moment-là dans la pièce, vous pourriez assumer. Si vous étiez comédienne dans la pièce. Oui, bien c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je suis très à l'aise dans ma posture, d'autrice. Mais s'il fallait là, faire un caméo pour venir lire un poème, ça je le ferais. Écoutez, on va se laisser là-dessus. On va vous demander, parce que je suis plus sûr que ça ne sera pas un problème, de nous lire un petit passage de La femme qui fuit. Et puis, on va se retrouver à un moment donné. On vous souhaite bonne chance pour cette incroyable écriture que vous devez nous livrer pour l'automne, je crois. Oui, c'est à l'automne, c'est la première pièce au TNM l'automne prochain. On ouvre la saison 2024-2025. Merci beaucoup, Sarah Berthiaume. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, l'extrait que j'ai choisi de lire, c'est le début, qu'on va retrouver presque tel quel dans la pièce. La première fois que tu m'as vu, j'avais 1 heure. Toi, un âge qui te donnait du courage. 50 ans, peut-être. C'était à l'hôpital Sainte-Justine. Ma mère venait d'accoucher de moi, sa fille, son premier enfant. Je t'imagine qui entre, le visage rond comme le nôtre, tes yeux baignés de courbe. Tu entres sans t'excuser d'être là, le pas sûr, même si ça fait 27 ans que tu n'as pas vu ma mère. Même s'il y a 27 ans, tu t'es sauvé, la laissant là, en équilibre sur ses 3 ans, le souvenir de tes jupes accrochées au bout de ses doigts. Tu t'avances d'un pas posé. Ma mère a les joues rouges. Elle est la plus belle du monde. Comment as-tu pu t'en passer? Comment as-tu fait pour ne pas mourir à l'idée de rater ses comptines, ses menteries de petite fille, ses dents qui branlent, ses fautes d'orthographe, ses lacets attachés toutes seules, puis ses vertiges amoureux, ses ongles vernis puis rongés, ses premiers rum and coke? Où est-ce que tu t'es caché pour ne pas y penser? Là, il y a elle, il y a toi, et entre vous deux, moi. Tu ne peux plus lui faire de mal parce que je suis là. Est-ce que c'est elle qui me tend à toi, toi qui étires tes bras vides vers moi? Je me retrouve près de ton visage. Je bouche le trou béant de tes bras. Je plonge mon regard de naissante dans le tien.